nous avons le plaisir de nous retrouver aujourd'hui pour présenter l'ouvrage de José Luis Cordeiro et David Wood, La mort de la mort, les avancées scientifiques vers l'immortalité, qui vient de sortir ce mois de janvier 2021 aux éditions Luc Pire. La thèse développée dans ce livre choque, c'est que grâce au progrès scientifique, le vieillissement sera un jour vaincu. Aujourd'hui, grâce au progrès de l'intelligence artificielle, de la régénération et de la création de tissus, de l'impression d'organes, de la possibilité de faire repousser donc des tissus intégralement, de la cryoconservation peut-être et des thérapies géniques ou de l'immunologie, on peut envisager de repousser la mort indéfiniment. Ce sujet passionnant, il est analysé de main de maître par deux monuments de la pensée transhumaniste et longévitiste. On va voir comment on peut y comprendre pourquoi, comment l'espoir de réaliser un des plus vieux rêves de l'humanité peut devenir réalité, et ceci dans un avenir proche. Nous présenterons donc José Luis Cordeiro, qui est un ingénieur, économiste, futuriste et transhumaniste, qui a travaillé dans différents domaines, notamment le développement économique, les relations internationales, et il est membre international de l'Académie mondiale des arts et des sciences. David Wood est le créateur du premier système d'exploitation pour smartphones au monde. Il est membre de l'IEET, l'Institut pour l'éthique et les technologies émergentes. Il est également secrétaire de l'organisation internationale Humanity Plus. Pour ma part, je suis Marc Roux, président de l'association française transhumaniste Technoprog. Et puis avec moi, pour répondre aux questions, Didier Kernel est co-président et fondateur de l'organisation HEALS, Healthy Life Extension Society, qui est basée à Bruxelles. Didier Kernel est l'auteur depuis de nombreuses années d'une lettre mensuelle justement intitulée « La mort de la mort ». Et il est un spécialiste internationalement reconnu de ces questions. Voilà. Je donne tout de suite la parole pour un premier mot à David Wood, et puis nous poserons tout un ensemble de questions à nos invités. David. Bonjour tout le monde, je suis enchanté d'être ici. Je m'appelle David Wood. Merci. Alors, je vais continuer seulement rapidement pour me présenter. Je suis José Cordeiro, j'habite à Madrid. Alors, je parle espagnol, français un peu, et je suis très content de parler aujourd'hui pour la présentation de notre ouvrage de David et moi. La première version était en espagnol, La mort de la mort, puis en portugais, A morte da morte, aquí, et maintenant, La mort de la mort en français. Le livre sort aujourd'hui dans toutes les librairies, en France, Belgique, Luxembourg, la Suisse, et bien sûr, avec Internet, par Amazon, Fnac, etc., etc. Merci José. Nous allons rentrer dans le vif du sujet à partir de maintenant. José, dans votre livre, donc La mort de la mort, vous parlez régulièrement d'immortalité, tout court. Mais ensuite, vous précisez à différents endroits que l'objectif réellement visé, c'est en fait ce que vous appelez parfois l'immortalité biologique, ou encore une vie en bonne santé d'une durée indéfinie, ou encore également, vous utilisez le terme amortalité. Peut-on préciser tout cela? Et puis, comment est-ce que vous répondez autour de ces termes à ceux qui, finalement, vous assimilent à une religion parce que vous semblez promettre, vous aussi, la vie éternelle? D'abord, l'immortalité n'existe pas tout à fait, complètement, parce qu'il y a toujours des homicides, des suicides, des accidents, donc personne ne peut garantir l'immortalité. Mais on parle d'immortalité, c'est-à-dire pas de mort, ou pas de mort obligatoire. Et j'imagine que dans 20 ans, 30 ans, on pourra vivre indéfiniment jeune, parce qu'on est en train de contrôler et même révertir le vieillissement. Donc, je crois que bientôt sera possible de vivre indéfiniment jeune. Monsieur Cornel, est-ce que cette qualification de religion qu'on trouve parfois vous paraît justifiée ou est-ce qu'il faut le comprendre différemment?
Je pense que ça fait partie des nombreuses critiques qui sont émises par rapport, on va dire, à ceux que nous appelons souvent aussi le longévitiste. Et c'est une critique qui est pour une grande part non justifiée. L'objectif des longévitistes, c'est de parvenir à, comme l'a très bien décrit José, et comme c'est très bien décrit dans le livre, c'est de parvenir à une durée de vie sans limitation, sans le processus de sénescence, mais ce n'est pas par des interventions divines, ce n'est pas par un processus miraculeux, c'est par les avancées de la médecine, par les recherches médicales. Et donc, nous progressons remarquablement, mais quand même pas extrêmement rapidement, mais nous progressons remarquablement dans le champ de la connaissance dans ces domaines, et notamment donc, les thérapies géniques, notamment les nanotechnologies, mais aussi les recherches dans les domaines des produits, nous font entrevoir un moment dans lequel qui pourrait être un moment de rupture, dans lequel nous pourrions dépasser ce qui sont aujourd'hui nos limitations biologiques, la frontière d'à peu près 120 ans qui n'a encore jamais été dépassée pour l'être humain. Ou plutôt la plupart des êtres vivants complexes, et tous les mammifères, tous les reptiles, ils ont une durée de vie maximale qui est fixée génétiquement. Mais on peut envisager de dépasser, on commence déjà à la dépasser. Et c'est remarquable au point de vue des espoirs qui sont aussi décrits notamment dans cet ouvrage et par beaucoup de longévitistes, les espoirs en matière de vie en bonne santé, les espoirs en matière d'un monde dans lequel la vie humaine est de plus en plus précieuse. Voilà, en quelques mots. Alors, cela dit, ça paraît bien beau de prétendre qu'on va maîtriser le vieillissement, mais quand même, est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi repose cette prétention? Et puis, si on est à la veille d'une telle prouesse, pourquoi est-ce qu'il y a si peu de connaissances générales sur les récentes découvertes scientifiques concernant toutes ces technologies, le ragissement, on entend parler de sénolytique, peut-être vous nous expliquerez qu'est-ce que c'est, la réjuvénation par le sang, les thérapies géniques, etc. Sur quoi est-ce que tout cela repose vraiment? Et toutes les recherches contre le vieillissement sont relativement neuves. Alors, beaucoup de personnes ne connaissent rien encore. Même si on a découvert que le cancer est biologiquement immortel à l'année 1951, c'est-à-dire il y a 70 ans en arrière, qu'on a découvert pour la première fois que les cancers, ce sont des mutations qui arrêtent le vieillissement cellulaire. Et c'est pour ça que les cellules de cancer ne vieillissent pas. Elles sont biologiquement immortelles. Alors, nous savons aujourd'hui aussi que les cellules germinales, elles aussi sont immortelles et qu'il y a même des petits organismes immortels comme les hydras, médusas, etc., qui ne vieillissent pas. Alors, la preuve de que l'immortalité est possible est qu'elle existe déjà. Il y a des cellules immortelles, il y a des organismes immortels, même si les gens ne connaissent pas cette réalité. Mais une chose plus intéressante, c'est que le Nobel Prix de médecine pour l'année 2012, c'était pour un chercheur japonais, Shinya Yamanaka, que j'ai visité à l'université de Kyoto. Il a découvert qu'il y a quelques gènes, peut-être 4 gènes seulement, qui contrôlent le vieillissement cellulaire. Et on peut changer, modifier les gènes et faire des cellules vieilles en cellules jeunes. Et le contraire aussi, des cellules jeunes qui peuvent vieillir plus rapidement. Alors, le vieillissement, aujourd'hui, nous savons qu'il est contrôlable, qu'elle est flexible et qu'on peut faire les cellules, les organes et les organismes entiers plus jeunes ou plus vieux. Didier?
Oui, donc voilà, comme dit José, comme on a dit aussi à l'introduction, donc quand on parle d'immortalité, encore une fois, c'est ce qu'on définit aussi souvent comme immortalité biologique. Ça ne veut pas dire qu'il est impossible de mourir. Et oui, il y a les cellules qui sont dans notre corps, certaines de ces cellules sont entre guillemets immortelles. Par exemple, les cellules d'Henrietta Lacks, qui est euh, une personne qui était née en 1920, il y a exactement 100 ans, enfin il y a un petit peu plus que 100 ans, ces cellules vivent toujours dans des éprouvettes parce que c'était des cellules d'un cancer particulier. Et donc, ça s'ouvre dans les perspectives grâce notamment à euh, tous les progrès en matière de thérapie génique, tout ce qui est CRISPR-Cas9, dont vous avez certainement entendu parler, permet d'envisager des thérapies géniques qui permettront une vie sans vieillissement, ou en tout cas avec un vieillissement extrêmement réduit. Tout récemment, il a été découvert que une maladie qui crée l'équivalent d'un vieillissement accéléré, la progéria, que cette maladie pouvait être maintenant, en tout cas chez les souris, être guérie par une thérapie génique. Donc c'est une des premières fois, ou c'est la première fois qu'on arrive par une thérapie génique à guérir vraiment une maladie directement liée au vieillissement. Et il y aurait des heures à passer par rapport à toutes sortes de perspectives. L'association REALS se concentre pour le moment sur le soutien à des recherches sur des rats âgés par rapport à des thérapies sur du plasma sanguin. Donc, introduire chez des rats du plasma de rats jeunes, ou plus simple encore, introduire chez des rats comment dire, des solutions comportant de l'albumine et comportant des matières inertes qui apparemment ont des effets de réjuvénation. Donc les perspectives sont nombreuses. Nous n'avons pas le temps aujourd'hui de tout aborder, mais c'est important pour les citoyens de se rendre compte de ces perspectives. Et il y a souvent une sorte de peur, je dirais une peur du progrès technologique, qui est aussi une peur par rapport aux capacités de vivre plus longtemps, parce que c'est difficile de se rendre compte des aspects positifs, et aussi parce que nous avons une sorte de tradition culturelle, particulièrement en Europe, de voir tout ce qui est dangereux dans le progrès. Il y a des choses extrêmement dangereuses, mais il y a aussi des choses extrêmement prometteuses. Alors, je vous propose bientôt de venir à ces questions qui sont peut-être davantage de l'ordre de l'éthique, mais quand même, je pense qu'on peut prendre encore quelques minutes sur les aspects plus techniques. On voit dans la presse, on commence un petit peu à entendre parler de nouvelles classes de médicaments comme ce qui s'appelle les sénolytiques. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus de quoi est-ce qu'il s'agit? Est-ce qu'il s'agit de quelque chose de vraiment prometteur, ou c'est vraiment de l'ordre de l'hypothèse? De quoi s'agit-il plus précisément? Et oui, dans les dernières années, il y a beaucoup de découvertes comme les sénolytiques, qui est basiquement éliminer les cellules zombies, les cellules vieilles, mais qui ne terminent de mourir. Donc, il faut éliminer cette cellule avec des médicaments, et la sénolytique est sur cela. Mais il y a beaucoup d'autres choses intéressantes et nouvelles, comme même des maladies neuves, comme la sarcopénia. Je ne sais pas comment est-ce que vous prononcez, sarcopénia. Oui, Et c'est parfait. cela n'était pas vraiment une maladie que jusqu'il y a plus d'une décennie en arrière. Et maintenant, on classifie la sarcopénie comme une maladie. Et je pense que nous aussi devons classifier le vieillissement comme une maladie. Et pire, beaucoup pire, la mère de toute la maladie est le vieillissement. Est-ce qu'on peut définir très rapidement pour les auditeurs qu'est-ce que la sarcopénie? Oui, donc, Et pardon. J'y vais. La sarcopénie, c'est, on va dire, l'affaiblissement de la capacité musculaire chez les personnes les plus âgées. Donc, c'est un des mécanismes du vieillissement. Et comme l'a très bien dit José, on peut et on définit petit à petit de plus en plus les maladies liées au vieillissement,
ou plutôt le mécanisme du vieillissement dans son ensemble peut être considéré comme une maladie ou en tout cas comme un processus qui mène à un ensemble de maladies. Et c'est ça qui est en train de changer, notamment au niveau de l'Organisation mondiale de la santé et des classifications des maladies, ce qu'on appelle, c'est en anglais, l'abréviation est ICD, International Classification of Diseases. D'accord. Euh, donc, José Cordero vient de nous dire que la maladie principale serait le vieillissement, ou la mère de toutes les maladies. Donc, si on envisage quelque chose comme ça, on peut imaginer que les perspectives, les transformations seraient considérables. Par exemple, jusqu'à présent, autant qu'on sache, la durée de vie donc dans les conditions incluant la maladie, toutes les sortes de maladies dégénératives, le vieillissement en général, c'est donc une durée de vie de un maximum d'environ 120 ans, je crois savoir. Vous nous proposez quelque chose donc il serait possible d'aller au-delà des 120 ans, donc de se débarrasser du vieillissement. On entend parfois même dire qu'on pourrait retourner, inverser le vieillissement, c'est-à-dire rajeunir. Est-ce qu'on est dans l'imagination pure et simple ou est-ce que là aussi, d'après vous, il y a des bases solides pour ce type d'hypothèse? Oui, mon ami Ray Kurzweil, qui aussi est ingénieur de mon alma mater, MIT, Massachusetts Institute of Technology, et il était le fondateur de Singularity University, no Silicon Valley. Il parle d'accélération des technologies, même des biotechnologies. Et il parle de deux dates, l'année 2029 et l'année 2045. Il parle que par l'année 2029, on va arriver à la vélocité des changements de longévité. C'est-à-dire que si nous vivons encore une décennie, on va vivre suffisamment pour vivre pour sempre, pour toujours. Alors, c'est vélocité de changement de longévité, année 2029-2030. Et puis, en année 2045, on aura des technologies pour le rajeunissement, pour arrêter le vieillissement et révertir le vieillissement. Et alors, pour l'année 2045, on pourrait dire qu'on va arriver à la immortalité ou immortalité. La mort ne sera pas obligatoire depuis l'année 2045. Et Didier, vous pouvez expander un peu plus en meilleur français que moi. Oui. Donc, je parle mieux français que vous, José, mais beaucoup moins bien espagnol et portugais. Oui, le concept, on parle plutôt en français de vitesse d'échappement à la longévité ou vitesse d'échappement de la longévité. Donc, c'est l'idée que nous pourrions un jour gagner une année d'espérance de vie chaque année qui passe. Attention, ça a l'air tout à fait hypothétique, mais déjà aujourd'hui, enfin déjà depuis 150 ans environ, la durée de vie moyenne, elle croît de à peu près 3 mois par année. Donc, dans tous les pays du monde, quand on vit pendant un an, en fait, on a gagné 3 mois ou on a gagné à peu près un week-end par semaine. Et contrairement à ce qu'on pense souvent, c'est encore plus rapide dans les pays du Sud, dans les pays pauvres que dans les pays du Nord. Voilà. Maintenant, la nuance, c'est qu'aujourd'hui, nous arrivons dans les pays les plus riches à une sorte de plafond, et c'est ce plafond-là qu'il faut renverser. Ce plafond-là, il peut être, enfin, qu'il faut franchir. Ce plafond-là, 110, 120 ans, il nécessite des connaissances, des ruptures. Et donc, ce que dit Ray Kurzweil est évidemment une possibilité, toute chose continuant à se poursuivre par ailleurs. Donc, si les progrès technologiques, si les progrès médicaux, si les progrès informatiques se poursuivent, nous pouvons arriver à cela. Ça n'est pas certain. Cela dépend notamment de notre travail à tous
particulièrement des scientifiques comme José et également des gens qui, on va dire, promeuvent les recherches dans ces domaines-là. Ça se fait aux États-Unis, ça se fait en Europe, mais probablement pas assez. Et la période Covid, que nous connaissons tous maintenant depuis un an, la période Covid aurait dû être l'occasion de se rendre compte que que les maladies liées au vieillissement, dont la Covid, sont vraiment un des objectifs tout à fait prioritaires. Ça a été un objectif tout à fait prioritaire, mais insuffisamment en lien avec les mécanismes liés au vieillissement, insuffisamment en lien, par exemple, avec les recherches sur la diminution des mécanismes d'immunité avec l'âge. Alors, toutes ces perspectives paraissent assez extraordinaires, mais il semble tout de même que, on a dit, on n'en entend pas tellement parler pour l'instant. On peut se demander pourquoi est-ce qu'on n'en entend pas davantage parler, si c'est si prometteur que ça. Est-ce qu'il y a moyen de convaincre les gouvernements, des institutions diverses? Quels sont les blocages finalement de ce côté-là? Qu'est-ce qui pourrait convaincre, d'après vous, ces institutions de, par exemple, débloquer des financements plus importants en faveur de ces recherches? À quoi est-ce que vous réfléchissez? Comment est-ce que vous pensez que c'est applicable? Je crois que les personnes ont un blocage mental. Personne n'aime parler de la mort. Et même moi, de la mort de chacun. Alors, on est bloqué, on a un blocage mental. Et pour ça, on ne parle plus de ça et on ne sait pas même les avancées scientifiques comme que le cancer est biologiquement immortel ou qu'il existe des cellules immortelles comme les cellules germinales. Alors, même si cela existe et si les scientifiques sachent que c'est vrai, le monde, les gens en général ne savent pas. Alors, c'est l'objectif de notre livre, que les personnes sachent que l'immortalité est possible et que nous étions muito proches. On est proche de l'immortalité. J'aime dire que nous vivons entre la dernière génération mortelle et la première génération immortelle. Et où est-ce que vous aimeriez être? Entre les dernières qui meurent ou les premières qui pourraient vivre jeunes indéfiniment? Monsieur Cornell, comment est-ce que vous voyez ces choses-là? Est-ce qu'on peut convaincre, est-ce qu'il y a des moyens pour convaincre les personnes et des moyens pour convaincre les dirigeants, les décideurs? Oui, vraiment comme José, c'est un aspect, c'est difficile de parler de la fin de notre existence. L'être humain est le seul être qui a conscience de l'inéluctabilité de sa mort. Donc peut-être que des animaux ont conscience de la mort, mais le fait que c'est inéluctable, ça, nous sommes les seuls. Et donc, nous sommes, je dirais, presque psychologiquement obligés d'en faire quelque chose d'acceptable, sinon la vie devient insoutenable. Et c'est bien que nous fonctionnions comme cela, sauf au moment, comme aujourd'hui, sauf au moment où ça devient un obstacle à la recherche scientifique et à la recherche médicale. Donc, par rapport à que faut-il faire donc, ce qu'il faut faire, c'est des recherches en tout cas de mon point de vue, parce que ça fait partie aussi de discussions plus larges, mais de mon point de vue, des recherches qui sont financées par les pouvoirs publics pour être certain que cela soit accessible à tous ceux qui le souhaitent dans un avenir aussi proche que possible. Ce qu'il faut aussi, c'est que les gens prennent conscience de ces aspects psychologiques. En psychologie, ça s'appelle notamment la théorie de la gestion de la terreur, où on peut parler un peu d'une sorte de syndrome de Stockholm, pour ceux qui connaissent. Donc, prendre conscience des aspects psychologiques est un pas
pour après pouvoir s'attaquer aux aspects, je dirais, plus pratiques. Et puis, personne n'est sans ambiguïté devant notre fin certaine et qui restera quand même certaine encore pendant un temps non négligeable. Personne n'est sans ambiguïté. Il y a toujours une sorte toujours, même pour les gens les plus croyants d'une part, et même pour les gens les plus convaincus qu'il n'y a que la vie sur Terre, tout le monde est toujours ambigu devant la fin de l'existence terrestre telle que nous la connaissons. Mhm. Mais vous posez également dans le livre, enfin David Wood et José Corder, vous posez dans le livre, j'ai vu la question de savoir quel pourrait être le premier pays, par exemple, à reconnaître le vieillissement comme une maladie, et donc du coup à mettre davantage d'argent dans ses recherches. Mais la question c'est qu'est-ce qui va pouvoir pousser ces décideurs? Quels avantages est-ce qu'un tel pays pourrait être le premier à déclarer comme ça ce qui serait un vrai changement de paradigme médical? Comment ça peut les convaincre? Oui, vraiment, le monde va changer s'il y a un pays, seulement un pays qui déclare le vieillissement comme une maladie. Et maintenant, il y a des scientifiques, des chercheurs qui travaillent pour cela. Aux États-Unis, en Australie, Singapour, les Royaumes-Unis, même ici en Espagne. Je suis toujours parlant avec des politiciens pour qu'ils sachent que le vieillissement est une maladie, mais heureusement, très heureusement, curable. On peut guérir le vieillissement et les personnes doivent savoir cela. Alors pour ça, je parle toujours avec les médias, les journalistes, les politiciens, les économistes, ici en Espagne et dans des autres pays. Les scientifiques, les chercheurs, David Sinclair, il travaille à l'université de Harvard, il parle beaucoup sur cela et lui-même, il fait des conseils avec des politiciens aux États-Unis, en Australie, il est né en Australie, Singapour et Israël aussi. Très intéressant, Israël. Alors, j'imagine que bientôt, peut-être en 2 années, 3 années, il y aura un pays qui va déclarer le vieillissement comme maladie. Et ça va bouleverser tout, va changer tout, j'espère. Et Didier, qu'est-ce que tu en penses? Didier Kernel, il y a aussi un autre argument qui va un petit peu avec ça. Dans le livre, il est question du dividende ou des dividendes de la longévité. Il semble que ce soit un argument qui puisse convaincre les États ou les institutions. Est-ce que vous pouvez nous préciser de quoi il s'agit? Oui, donc vivre plus longtemps en bonne santé, évidemment, parce qu'il n'est pas question de se dégrader plus longtemps, insistons là-dessus, vivre plus longtemps en bonne santé, ça a des nombreux avantages pour les individus, bien sûr, plus de bonheur, plus de temps pour s'occuper les uns des autres, etc. Mais c'est ici, n'oublions pas que cela a aussi de très nombreux avantages pour la société. Ça permet plus de productivité, ça diminue le coût des soins de santé, ça permet plus de temps pour l'éducation, ça permet aussi à la vie en général, comme la vie en général devient de plus en plus précieuse, de diminuer le risque de violence dans les sociétés. Donc, tous ces aspects-là. Et donc, un État qui serait un État ou une organisation publique qui serait la première à déclarer que le vieillissement est une maladie ou une affection qui provoque l'immense majorité des décès dans le monde, elle serait cette organisation ou ce pays serait en avance et pourrait lancer un mouvement international et apparaître dans l'histoire prochaine comme le lieu où une transition utile, extrêmement utile pour l'humanité, se sera déclenchée. Voilà. Et personnellement, moi, je souhaite vivre un siècle de plus pour maîtriser l'espagnol et le portugais déjà à la moitié de ce que réalise José. Voilà. Et ben, pour ça, il me faudra encore 2 ou 3 siècles.
Et moi aussi, pour maîtriser les Français, les Chines et les Russes, parce que les livres, La mort de la mort, va sortir le mois prochain en Russie et puis en Chine. Alors, le livre va être par tout le monde, mais depuis aujourd'hui déjà, il est disponible dans les principales librairies en France, Belgique, Luxembourg, Suisse et par Internet, Amazon, Fnac, la machine à livres, etc., etc. Merci beaucoup, merci infiniment. Eh bien, José, David, Didier, merci infiniment pour tous ces éclaircissements et cette présentation. Et puis, nous invitons les auditeurs à approfondir en découvrant l'ouvrage lui-même, donc La mort de la mort, les avancées scientifiques vers l'immortalité aux éditions Luc Pire. Bonne lecture. Au revoir.